Oui, excusez la coupure. Donc, je disais donc le risque de glisser d'applications médicales, donc destinées à pallier les souffrances d'individus ou à guérir certaines maladies, à des applications qui viseraient à transformer la société, est aussi quelque chose qui pose problème, est aussi quelque chose qui doit être réfléchi, parce qu'on pourrait avoir de ce fait des sociétés qui soient extrêmement normalisées, un petit peu comme des sociétés de clones, des sociétés avec des individus à caractère unique ou uniforme en tout cas, sur la base, je ne sais pas de quoi, de souhaits politiques ou voilà. Et on pourrait imaginer les scénarios les pires qui soient. On pourrait imaginer une société dont les individus seraient définis sur des critères d'efficacité, de productivité ou je ne sais quoi. Un petit peu comme, semble-t-il, la Chine risque de le faire. En tout cas, les tentatives de modification de l'embryon humain qui ont lieu actuellement en Chine visent à améliorer, à augmenter le QI des bébés à naître, et donc à créer des futurs surhommes du point de vue de l'intelligence. Et vraisemblablement, cette intelligence sera mise au service des intérêts de l'État ou de la nation. Donc ça laisse présager un système peu soucieux des libertés individuelles, de la dimension individuelle, et de ce qui fait, comme dit Ancionas à la fin de ce paragraphe, euh, la valeur de la vie. Alors quelle serait la valeur de la vie dans une société dans laquelle les individus seraient conçus, non pas naturellement, mais par rapport à un projet social ou par rapport à un projet national. Voilà, ça pose quand même des questions assez effarantes. Donc voilà, c'est quelque chose qui mérite d'être considéré. Et puis, pour finir, donc dans la troisième partie de, de ce passage, de ce septième paragraphe, de ce septième point du premier chapitre, la question de la manipulation génétique. Bon, on a déjà un petit peu empiété sur le sujet avec ce qui vient d'être dit, mais Ancionas pose la question, euh, très simplement, la question du droit moral d'expérimenter avec des êtres humains à venir se pose également ici. Parce que expérimenter sur des êtres à naître, ça revient à s'emparer de leur destin ou à s'emparer d'une certaine dimension de leur destin, mais de quel droit? Et de toute façon, dans quel but? Alors, vous voyez que là, pour le coup, l'axiome kantien, l'axiome de Kant devient intéressant, parce que l'individu à naître, celui qu'on modifie avant même sa naissance, devient un moyen, véritablement un moyen de réaliser un projet, par exemple la puissance nationale, au travers de super individus aux capacités augmentées, par exemple. D'accord. Donc des individus qui sont devenus des moyens, et qui ne sont plus des fins, hein, des fins en soi. Donc quelque chose de très problématique sur le plan moral. Le huitième point qui est abordé dans ce premier chapitre, donc à la page 57, c'est la dynamique utopique du progrès technique et l'excès de la responsabilité. Donc, de quoi est-il question dans ce point-là? Alors, il est question du fait que l'emballement des innovations technologiques ou le progrès technique, comme on l'appelle, encore que le caractère de progrès soit parfois discutable, je pense que vraisemblablement il faudrait, dans bien des cas, parler davantage d'évolution que de progrès. Alors, il y a des dimensions de progrès, mais parfois le progrès est tellement incontrôlé et ressemble tellement à une errance qui s'empare de toutes les possibilités d'investir, de créer et de rechercher des retombées économiques, que ça ne fait pas penser à un progrès, mais bien plutôt à des développements qui se font de façon anarchique. Bref, ces évolutions techniques ou ce progrès technique se caractérise par une dimension utopique, dit Ancionas ici. Alors pourquoi? Eh bien parce que la, comment dire, les créations individuelles ou les créations qui sont mises au point par différents groupes ou différentes firmes visent toujours à réaliser
un certain accroissement de capacités humaines. Elles sont généralement dictées par des aspects comme, par exemple, le confort, la facilité, l'agrément. Alors, il y a des aspects qui sont plus rapprochés de la question éthique, comme par exemple le médical ou l'allègement des souffrances des individus, etc. Bon, toutes ces créations, toutes ces innovations, de toute façon, obéissent à un ensemble de prérogatives, dans bien des cas, qui visent à répondre à des alors, à répondre à des besoins ou à créer, des besoins dans certains cas, mais qui de toute façon, reposent sur une dimension qui va être jugée comme souhaitable par les individus. Sans quoi les individus n'auraient pas recours aux techniques en question et ne consommeraient pas les biens de consommation qui sont mis au point, au moyen de ces techniques. De sorte qu'on a un faisceau, on pourrait dire, bien que de façon quelque peu anarchique, parce que les innovations technologiques se font tous azimuts, se font de tous côtés. On a un faisceau d'élaboration, de nouveautés, de construction qui globalement conduit à conférer à l'homme un mode de vie dans lequel tout est disponible en termes d'agrément et en termes de services, de confort et ce genre de choses. Ce qui fait que même si on se trouve dans un système qui est pesant par sa complexité à bien des égards, qui multiplie malgré tout les contraintes et les dépendances, parce qu'il faut sans cesse s'adapter, parce qu'il faut répondre à un grand nombre d'impératifs qui va toujours croissant, et puis peut-être aussi parce que d'autres dépendances et d'autres contraintes sont à venir, hein, du fait que nous hypothéquons justement l'avenir par la façon dont nous saccageons la nature. Eh bien, malgré tout ça, malgré ces points négatifs, nous avons construit par la somme de ces innovations et de ces entreprises technologiques, nous avons construit une société du confort, une société du plaisir, une société de l'agrément, une société dans laquelle tout est disponible en fait, et où les libertés sont multiples et variées, où on a, semble-t-il, jamais eu autant de possibilités de faire, de réaliser, de s'amuser, de devenir, et ainsi de suite. Donc, de façon désordonnée, de façon anarchique, de façon non planifiée, par opposition à ce qu'on a pu avoir dans les régimes d'Union soviétique autrefois, de façon non planifiée donc, ces développements anarchiques des innovations technologiques conduisent à un contexte qui s'apparente à un contexte utopique. Si on a montré aux hommes du passé la façon dont nous vivons aujourd'hui, ils auraient pu penser de façon sans doute naïve, avec un regard non initié aux problèmes spécifiques que nous connaissons parce que nous vivons cette réalité du dedans. Les hommes du passé, donc, s'ils avaient pu percevoir de l'extérieur la société dans laquelle nous vivons, auraient pu imaginer que nous étions dans une société utopique où tout est disponible en termes de nourriture, d'habits, de loisirs, de biens de consommation de tous ordres, etc. Donc la dimension utopique, en un sens, est là. Mais évidemment, avec le revers de l'utopie, c'est-à-dire le caractère illusoire de tout cela. Alors, pourquoi illusoire? Eh bien, précisément, euh, parce que notre époque pose des problèmes qu'elle ne résout pas à mesure qu'elle les pose. Et aussi parce que cette croyance en la possibilité de transformer radicalement par le confort, par l'innovation technique, nos conditions de vie, cette croyance est vraisemblablement une illusion. Parce qu'au fond, la nature humaine, jusqu'à présent en tout cas, reste la nature humaine. Elle est tributaire des mêmes problématiques. Il en sera question plus loin dans le livre, hein, avec la critique de l'utopie, justement. Des problématiques existentielles liées aux besoins de l'esprit, aux besoins de la sensibilité, donc du cœur, des choses de cet ordre-là. Donc tout ça, ça n'a pas changé. Et au fond, euh, la dimension de précarité, la dimension d'incertitude qui est inhérente à l'existence humaine depuis l'origine, est toujours là, malgré tous les conforts que
que l'âge moderne a multiplié. Et cela n'apparaît pas dans, si vous voulez, l'idéologie, parce que de toute façon, c'est une idéologie, dans cette idéologie du progrès, de l'innovation technique, etc., du toujours plus loin, du toujours mieux, du toujours nouveau, etc., etc. Dans cette idéologie-là et dans tout ce qui la met en scène, il n'y a pas de place, il n'y a pas de présence de ce questionnement fondamental qui, par contre, était bien présent, très présent même, dans la dimension de sapiens, dans la dimension de l'homo sapiens, dont on voit ici ce que ça signifie d'avoir été remplacé par l'homo faber. Précisément, l'homo faber ne prend pas en considération ces dimensions-là. Et pourtant, elles demeurent au cœur de la réalité humaine, puisque c'est bien cela que nous vivons. D'accord? Voilà, donc, la sagesse, d'une certaine façon, euh, est quelque peu réduite à l'état de copeaux. Elle est, pour ainsi dire, absente. Et c'est comme si nous n'y croyions plus parce que nous nous remettons au pouvoir technologique, au pouvoir de la technologie, à la capacité des innovations. Nous pensons d'ailleurs pouvoir résoudre par les innovations technologiques. On le voit d'ailleurs hein, dans les débats sur le changement climatique. Certains disent non, ne changeons rien à nos modes de vie, simplement innovons, utilisons des nouvelles technologies et tout se résoudra de cette façon-là. Ce qui est, bon, pour l'instant, de toute évidence, ça n'a pas porté ses fruits, en tout cas. D'accord? Alors que la sagesse, qui pourrait consister à dire, bon, quoi que nous développions, nous ne changerons pas notre situation humaine fondamentale, nous serons toujours confrontés aux mêmes problèmes, donc intéressons-nous à ces problèmes-là, plutôt que de nous divertir par une course à l'innovation dont on ne sait même pas quel est le but. D'accord? On ne sait même pas quel est le sens, si ce n'est une rivalité économique qui à la fois l'entretient et à la fois la rend nécessaire. Mais ça, c'est une captivité. Être contraint de toujours s'adapter à un marché qui est régi par la rivalité, bon, ça, de toute façon, c'est une contrainte. C'est donc le contraire de la liberté. Donc il faudrait qu'on ait la sagesse de s'apercevoir du caractère illusoire de cette poursuite indéfinie, de cette course en avant. Mais la sagesse, on ne l'a pas. Nous ne sommes plus des homo sapiens, ou en tout cas, nous avons oublié que nous sommes des homo sapiens. C'est la raison pour laquelle Hans Jonas, à la page 58, conclut le paragraphe du haut, ici, avec cette phrase que je vous invite à retenir. La sagesse nous est le plus nécessaire, précisément, alors que nous y croyons le moins. Parce que oui, je pense que ça caractérise assez bien notre époque. Il nous faudrait de la sagesse pour désamorcer un certain nombre de folies en cours, mais nous n'y croyons pas. Nous ne croyons pas que l'appel à la sagesse, nous ne croyons pas que l'injonction à la morale puisse raisonner les individus. Et nous ne croyons pas que les autres se laisseront raisonner de façon suffisante et en nombre suffisant pour que ça puisse changer quoi que ce soit. Donc nous continuons sur la même lancée. Et donc nous ne résolvons pas nos problèmes, ne résolvons pas nos problèmes. Voilà. C'est exactement ça. La sagesse voudrait, entre autres choses, mais quelque chose qui n'est pas moindre, la sagesse voudrait que, alors je cite, tout en bas de la page 58, face à ce potentiel quasi eschatologique de nos processus techniques, la méconnaissance des effets ultimes devient elle-même la raison d'une retenue responsable, le second meilleur après la sagesse elle-même. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Le potentiel quasi eschatologique de nos processus techniques. Alors l'eschatologie, c'est un terme qui vient du domaine religieux. L'eschatologie, c'est ce qui caractérise les derniers temps. C'est-à-dire les temps de cataclysmes finaux, dont on suppose ou dont on imagine qu'ils mettront fin à l'humanité ou quelque chose de cet ordre. D'accord ? Mais voilà, le potentiel quasi eschatologique de nos processus techniques, l'expression parle d'elle-même. Hans Jonas considère ici de façon très claire le fait que nous sommes
nous sommes devenus capables de nous anéantir nous-mêmes et d'anéantir la planète avec nous, et que non seulement nous sommes devenus capables, mais il est même possible que nous soyons devenus incapables de ne pas le faire, ce qui est beaucoup plus inquiétant. Donc, pour faire que cela n'advienne pas, il faudrait opter pour une retenue dans notre action, dans notre agir. Il faudrait se fixer des limites, il faudrait se fixer des interdits, il faudrait voilà, considérer des tabous peut-être, mais comme tout a volé en éclats face à la possibilité de réaliser et face à la cupidité, hein, à l'intérêt économique, eh bien rien de cela n'est fait. D'accord. Il faudrait donc que nous options pour une retenue qui tienne compte de la méconnaissance des effets de notre action. Ça veut dire, ça implique un principe de précaution qui considérerait les méfaits hypothétiques ou les conséquences néfastes hypothétiques de certaines de nos actions. C'est-à-dire que ce serait en quelque sorte une retenue redoublée, une retenue d'autant plus contraignante qu'elle nous amènerait à nous interdire non pas seulement de faire ce dont nous savons de façon certaine que ce sera néfaste et terriblement néfaste pour les générations à venir, mais nous interdire aussi ce qui potentiellement pourrait l'être. Hein, puisqu'on parle ici de méconnaissance. Donc, même quand le caractère néfaste des conséquences de nos actes est incertain, n'est pas confirmé, mais demeure simplement de l'ordre du possible, là aussi, il faudrait s'interdire. Donc, vous voyez, c'est une retenue au sens fort ici. Et Hans Jonas dit de cette retenue que c'est le second meilleur bien après la sagesse elle-même. Faute d'être sage, faute de renoncer à un certain nombre de développements qui sont peut-être futiles en eux-mêmes et qui ne répondent pas aux questions fondamentales de l'homme, en tout cas, faute d'avoir la sagesse d'abandonner tout ça et de réaliser que tant de ces innovations ne nous servent à rien, en fait, ou ne nous servent que par rapport à des objectifs intermédiaires, mais qui ne concernent en rien notre interrogation finale par rapport à l'existence, eh bien, même si on est incapable de réaliser cela et donc d'opter pour la sagesse, au moins, si l'on n'accède pas à ce plus grand bien-là, donc ce serait le premier bien, le premier meilleur bien, eh bien le second, ce serait au moins cette retenue. Arriver à mettre en place cette retenue sur la base de quelque chose qui est pensé. Voilà. Alors, précisément, donc à la page 61, dernier paragraphe de ce premier chapitre, le paragraphe 9, précisément, Hans Jonas admet que nous sommes face à un vide éthique, ce qu'il appelle le vide éthique, hein, qui est le titre de ce 9e paragraphe. Alors, vous voyez, il le dit de façon très claire, et de façon même un petit peu abrupte. C'est ici que je cale et que nous calons tous. La formule est assez forte, et d'ailleurs elle contraste avec le style de l'auteur en général. Et pourquoi est-ce que nous calons? Il donne la réponse dans les lignes qui suivent. Parce que le mouvement du savoir moderne sous la forme des sciences de la nature, je saute un petit peu, a détruit l'idée même d'une norme comme telle. D'accord? Nous n'avons plus de normes à notre agir. Il n'y a plus de normes à notre agir. Parce que tout a été remplacé par, disons, la science, mais pas la science qui sert à savoir, la science qui sert à faire. Tout a été remplacé par la science de l'homo faber et tout ce qu'elle permet de faire. C'est comme si l'homme moderne s'était engouffré dans le champ de l'action de façon absolument frénétique, sans retenue, sans véritable recul, et ne savait plus rien faire d'autre que avancer, développer indéfiniment dans ce champ-là, sans avoir rien d'autre à considérer que ce qui est faisable et ce qui peut être opportun du point de vue de la puissance et des retombées économiques. Et en dehors de ça, il n'y a plus rien qui vaille. C'est-à-dire, il n'y a plus de normes. D'accord? On est quasiment ici face à un nihilisme. Hein. D'ailleurs, le texte donne
donne cette explication-là. Pour commencer, ce savoir avait neutralisé la nature sous l'angle de la valeur. Donc ça, il me semble qu'on l'a déjà expliqué. La nature n'est pas considérée comme quelque chose ayant de la valeur, mais comme quelque chose dont on peut se servir et dont on se sert. Euh, donc elle est neutre et ne nous privons pas, puisque nous disposons de la puissance. Maintenant, nous frissonnons sous le dénuement d'un nihilisme dans lequel le plus grand des pouvoirs s'accouple avec le plus grand vide. Alors, un nihilisme, qu'est-ce que c'est? Eh bien, précisément, c'est l'absence de toute valeur, l'absence de valeur, euh, l'absence de vérité en dehors des faits. Il n'y a pas de vérité, il n'y a que des faits. Voilà, c'est ça le nihilisme. Et c'est de cette façon-là que nous regardons la nature. Il n'y a pas de normes. Il n'y a pas de normes, d'ailleurs, partout où on essaierait de mettre des normes sur le vivant, comme essayent de le faire parfois par leur discours certains religieux, eh bien, on se fait railler parce qu'il n'y a il n'y a plus de normes qui soient considérées, il n'y a que les possibilités humaines et tout ce qu'on peut entreprendre au nom de la liberté humaine, et rien n'arrête l'homme face à cela. Et tout ce qui a été dit précédemment par rapport au problème de bioéthique, avec la modification de l'être humain par exemple, eh bien, caractérise le fait que l'homme s'engouffre dans cette brèche-là, d'accord, la brèche du pouvoir, le plus grand pouvoir qui rencontre le plus grand vide. Le plus grand vide, pourquoi? Parce que rien ne nous répond, rien ne nous fait face, rien ne nous résiste. Il n'y a que notre pouvoir technologique, et en face, il n'y a rien. Il n'y a que le champ d'application de nos savoir-faire. Il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de dimension sacrée à la nature, par exemple, comme ça pouvait être le cas chez les hommes du passé. Donc, il n'y a pas de raison que quoi que ce soit s'arrête en termes de développement. Et ça, c'est un véritable problème, puisque on comprend bien dans le contexte de ce questionnement sur la responsabilité que ça nous mène à des destructions toujours plus croissantes. D'accord? Voilà. Alors, Jean Sonas l'explique d'ailleurs, la catégorie du sacré qui a été détruite de fond en comble de fond en comble, pardon, par l'Aufklärung scientifique. Alors, qu'est-ce que c'est? L'Aufklärung, c'est un terme allemand qui signifie les Lumières, ce que nous appelons, nous, la philosophie des Lumières. Les Allemands l'appellent la philosophie de Aufklärung. Aufklärung, ça veut dire en fait l'éclaircie ou l'éclairage, le fait de jeter la lumière, de mettre de la lumière sur quelque chose, ce qui laisse penser qu'avant, les hommes étaient dans l'obscurité. Bon, ça, c'est un jugement porté par les penseurs des Lumières eux-mêmes. Mais en tout cas, l'Aufklärung, d'un point de vue scientifique, consiste en quoi? Il consiste à retirer de la nature toute dimension qui serait de l'ordre du sacré, toute lecture de la nature qui verrait dans celle-ci la réalisation d'un plan divin, par exemple, ou le lieu dans lequel se manifesterait un dessein d'une intelligence supérieure ou quoi que ce soit, indépendamment du fait de vouloir le rattacher à une religion particulière, hein, d'ailleurs. Mais toute lecture de ce type, donc toute lecture comportant un élément finaliste, c'est-à-dire expliquant ce qui se produit, ce qui se trouve dans la nature, par des fins, par des objectifs, par des buts que se donnerait un créateur, quel qu'il soit, encore une fois, sans étiquette religieuse, cette lecture-là a été anéantie, elle a été détruite par la science, qui refuse de considérer quelque type de cause finale que ce soit. Tout doit s'expliquer par des causes efficientes. Ce que nous, quand nous parlons de cause, nous considérons comme telles. Hein, quand nous parlons de cause, ça je vous l'ai déjà expliqué, quand nous parlons de cause, nous parlons en réalité de causes efficientes aujourd'hui. La cause, c'est ce qui a causé, par exemple, la chute d'un mur, eh bien, c'est parce que la Terre était trop meuble. Donc c'est une cause mécanique. Mais ce n'est pas une cause qui, en quelconque façon, comporterait un but. Alors que, par exemple, la cause de la réalisation d'une peinture, qui donc est son but, eh bien, ça peut être, par exemple, pour l'artiste, de communiquer un sentiment ou de communiquer une idée, par exemple. D'accord? Donc là, on parle d'une cause, pardon, d'un autre type, qu'on appelle en philosophie, depuis Aristote, la cause finale. D'accord? Eh bien, quand la nature pouvait faire l'objet d'une lecture selon des causes finales, ça voulait dire qu'on admettait au sein de la nature quelque chose qui était de l'ordre d'un projet.
à ce type de lecture étaient bien souvent religieux, mais ils pouvaient aussi être purement d'ordre philosophique, comme c'était le cas par exemple avec la philosophie d'Aristote. Heu, Tout cela donc ça a été complètement évacué par la science moderne, qui ne considère que, les causes, efficientes, c'est-à-dire des causes mécaniques, des causes qui, produisent leurs effets de façon tout à fait, aveugle, de façon, tout à fait neutre sur le plan des valeurs et donc la nature, de ce point de vue, a été vidée de toute valeur. Ça, c'est le résultat de ce que, Hans Jonas appelle l'Aufklärung scientifique. Alors, pour le dire autrement, on peut dire aussi que dans une lecture comme celle-là, la religion ne fait plus autorité. Vous voyez? Alors, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Bah, parce qu'à la page suivante, à la page 61, Ancionas envisage la question de la religion. D'accord? Pourquoi? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, à l'inverse de ce qui a pu être autrefois, la religion n'est plus en situation de dicter des tabous, de donner des tabous et de fixer des limites à la société. Les sociétés sont sécularisées pour l'immense majorité d'entre elles, en tout cas les sociétés occidentales et les sociétés de tous les pays dans lesquels les développements techniques vont en grand train, sont des sociétés qui sont largement sécularisées dans leur fonctionnement, en tout cas sur le plan de la façon dont elles gèrent la question de l'économie et de la technologie. Ces sociétés sont sécularisées, donc aucun religieux au monde, aucun clergé au monde ne pourra ordonner à une société l'arrêt, par exemple, je ne sais pas quoi, d'un programme d'armement, parce que ce serait jugé immoral ou contraire aux commandements et aux préceptes de la religion en question. Cela n'est plus possible aujourd'hui. Ça a pu être possible par le passé, mais c'est plus possible aujourd'hui. D'accord? Voilà, donc c'est ça que Ancionas veut dire quand il dit une religion absente ne saurait décharger l'éthique de sa tâche. Ça veut dire que la religion est absente, non pas parce que les gens n'ont plus de religion, il y a encore beaucoup de gens qui sont croyants, c'est pas la question, mais la religion est absente du champ de ces débats en tant que telle, d'accord? Euh, et de toute façon, le devoir qui nous reste face à ces situations d'urgence, c'est un devoir de réflexion éthique et il va consister à donner des fondements au principe de responsabilité, précisément, qui est l'objet de ce livre, parce que, ainsi que je l'ai dit dans la vidéo précédente, le principe de responsabilité a tout d'abord été donné en tant que axiome sans justification, hein, c'est la formule de Hans Jonas lui-même. Eh bien, ce qu'il va falloir faire à présent, c'est sur la base d'une réflexion, en considérant différents aspects du problème, essayer justement de donner à cet axiome quelque forme de justification afin de ne pas le laisser à l'état de postulat, un postulat sensé peut-être pour beaucoup d'entre nous, mais qui pour autant ne trouve pas à convaincre ceux qui ne veulent pas se laisser convaincre, par exemple. D'accord? Voilà. Bon, je pense que c'est tout pour la présentation de ce premier chapitre. Euh, voilà, je vous donne donc rendez-vous pour les vidéos qui expliqueront le chapitre 2 très prochainement.